Et tout compte fait, quel type de violence pouvait être imposé dans un État où le droit était solidement ancré, où chaque citoyen croyait sa liberté et l'égalité des droits garantis par la Constitution solennellement juste? Ancrés dans notre vision du droit, nous croyons à l'existence d'une conscience morale, européenne, universelle, et nous étions convaincus qu'il y avait un certain degré d'inhumanité qui s'éliminerait une fois pour toutes devant l'humanité. Comme j'essaie ici d'être honnête autant que possible, je dois reconnaître que chaque fois, nous n'avons pas cru possible un centième, ni même un millième de ce qui allait faire éruption quelques semaines plus tard. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, ces quelques lignes sont tirées d'un livre qui hante la conscience européenne. Elles sont extraites du Monde d'hier de Stefan Zweig. Ces mots marquent une sidération, celle de la fin brutale des certitudes et de la vitesse de déliquescence de principes qui semblaient intangibles. Nous avons l'impression d'une intangibilité de notre démocratie et pourtant, le droit a la force de cette apparence. Il fait advenir ce qui n'est pas. Il donne l'illusion d'une solidité à toute épreuve, mais cette solidité est conditionnelle. Tous les textes principiels peuvent être remis en question, y compris celui de la Constitution. L'inquiétude sur la solidité des normes démocratiques n'est pas une affaire du passé. L'Institut Vedem de l'Université de Göteborg, en Suède, publie régulièrement un rapport sur l'état de la démocratie dans le monde. Alors que plus de la moitié de la population mondiale vivait sous un régime démocratique il y a 20 ans, l'équilibre bascule aujourd'hui. Fin décembre 2023, 71% de la population mondiale, contre 48% il y a 10 ans, vivait dans une autocratie. 45 pays étaient en voie d'autocratisation, contre 19 seulement qui progressaient dans une voie démocratique, soit 3 fois moins qu'il y a 30 ans. La démocratie recule moins sous les coups d'État ou les invasions armées que par une érosion intérieure des droits fondamentaux. Tous les indicateurs sont au rouge, liberté d'expression, d'association, sincérité du scrutin électoral, au point de conclure que la situation de la démocratie dans le monde est pire que celle que nous avons connue dans les années 30. Les dérives autoritaires viennent de tous les camps politiques. En Amérique, le Venezuela est prisonnier du régime autoritaire de Maduro, qui ne survit que par la violence. Aux États-Unis, Donald Trump outrepasse ses prérogatives constitutionnelles, écrasant un Congrès qui s'est rendu lui-même impuissant, tout en organisant une chasse aux migrants qui s'abat même sur les étrangers installés de longue date. En Europe, en Hongrie et en Pologne, les partis populistes de droite instaurent ou ont instauré par touches successives des mesures illibérales. Contrôle des médias publics, restriction des droits de la presse et des droits fondamentaux, dont par exemple la remise en cause du droit à l'avortement. L'illibéralisme n'est pas une rupture extérieure au constitutionnalisme libéral, mais c'est un phénomène interne. Des gouvernements élus utilisent le droit et le langage des libertés pour justifier des politiques liberticides. Ils détournent les principes de l'état de droit pour légitimer un pouvoir sans contrepoids, invoquant la souveraineté nationale ou l'efficacité politique pour affaiblir la garantie des droits. En quelques années, la Hongrie est passée d'un constitutionnalisme à l'allemande à une cour diminuée et sous contrôle politique. L'essor du populisme remet en cause de manière fondamentale les cours constitutionnelles, soit par leur capture, comme en Pologne ou aux États-Unis, soit par leur marginalisation, comme en Hongrie. Dans notre pays, cette tentation illibérale est notamment portée par une proposition du Rassemblement national intitulée « Citoyenneté, identité, immigration ». Cette proposition de loi dépasse largement le cadre annoncé du simple référendum sur l'immigration, qui n'est qu'un écran de fumée. Présenté comme un texte technique destiné à combler un prétendu vide constitutionnel, il s'agit purement et simplement de redéfinir la nature même de notre régime républicain. La proposition modifierait 20% de notre Constitution. Le texte instaurerait la priorité nationale, la discrimination légale envers les étrangers, y compris réguliers, envers les binationaux, limiterait l'accès aux prestations sociales et aux emplois publics, restreindrait le regroupement familial et supprimerait le droit du sol. En outre, il placerait la Constitution au-dessus des traités internationaux, privant tous les citoyens
du recours devant les juridictions européennes comme la CEDH. Prétendument bouclier constitutionnel, il s'agit davantage d'une bombe à fragmentation qui fera voler en éclats les fondements démocratiques de notre État de droit. Ce texte vise à instaurer une nouvelle constitution de type plébiscitaire qui consacre la priorité nationale, la xénophobie d'État et le nationalisme identitaire. Sous couvert de souveraineté nationale, il isolerait juridiquement la France et affaiblirait la protection des droits et libertés. Au cœur du dispositif se situe un concept d'identité française, omniprésent mais jamais défini. Supposément menacée, elle devient un principe constitutionnel flou qui est instrumentalisé pour justifier la fermeture migratoire, la primauté du droit national et le repli culturel, ouvrant la voie à une dérive autoritaire fondée sur une conception idéologique de la francité. En bref, pour reprendre le titre du sociologue François Dubé, il s'agit d'une proposition adaptée au temps des passions tristes. Elle se distingue surtout par sa manière de faire. Prenant le prétexte d'un précédent historique malheureux et déjà illégal, elle vise à détourner un article dédié au référendum législatif, l'article 11, pour réviser la Constitution, alors qu'en l'espèce, seul l'article 89 doit être utilisé. Le but est donc de détruire les principes constitutionnels de l'intérieur. Ce choix est funeste, non seulement pour notre régime politique, mais également pour la France. La Constitution, c'est un acte fondateur par lequel une société se constitue en socle de valeurs et décide de l'ordre sociétal voulu. Elle va bien au-delà de la simple organisation des pouvoirs publics. C'est cette place qui explique pourquoi il doit être difficile de modifier ce texte, qui ne peut ni ne doit être modifié comme une loi ordinaire. C'est aussi le choix qu'a fait le constituant de 1958 en mettant un seul article dans le titre consacré à la révision constitutionnelle, c'est-à-dire de la révision, le titre 16 de notre Constitution. Essayer de passer par l'article 11 alors que l'article 89 existe n'est pas indifférent. On vise à effacer le rôle du Conseil constitutionnel comme celui des deux assemblées. La proposition de loi constitutionnelle que je présente avec le groupe socialiste, écologiste et républicain a donc une finalité toute simple. Boucher la porte dérobée qui existe au sein de nos institutions et confirmer que seul l'article 89, à l'exclusion de tous les autres, doit servir à réviser notre texte constitutionnel. Cette précision est d'autant plus nécessaire qu'il ne s'agit pas uniquement d'une seule menace. Dans un contexte de dérive libérale généralisée, tout président élu, de gauche, du centre, de droite, pourrait avoir la tentation de contourner nos institutions par le biais de l'article 11. Une précision s'impose cependant. Si n'importe quel parti extrémiste arrivait au pouvoir, il pourrait appliquer son programme, mais en respectant les règles institutionnelles et constitutionnelles. En fait, c'est l'ambiguïté du principe de souveraineté nationale qui est exploitée. Né de la Révolution comme fondement de la démocratie et de la citoyenneté, il peut aussi dériver vers l'exclusion. Gérard Noiriel a montré que lors de chaque crise majeure, le même réflexe s'est réactivé en France, désigner les étrangers comme responsables des difficultés du pays. Depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, la préférence nationale sert de réponse politique aux angoisses sociales. Protection du travail français en 1880, quotas et exclusion dans les années 1930 et durcissement des politiques migratoires dans les années 1980. Ce réflexe est à rebours de ce que nous sommes. Depuis 200 ans, les droits se développent en France. Les droits-libertés, d'abord, reconnus par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et ensuite, plus tard, les droits-créances, tels qu'ils sont apparus avec le préambule de la Constitution de 1946. La constitutionnalisation de la préférence nationale et la fermeture de notre pays détruiraient cet édifice et, honnêtement, ce n'est pas à la hauteur de ce que nous sommes. Parce que notre pays est bien plus que cela. La France est une composition, pour reprendre les propos de Mona Ozouf. Elle est bien loin du discours de l'extrême droite et de la droite extrême qui glorifie une France éternelle qui n'a jamais existé et qui oublie les ajouts géographiques, les adjonctions, comme les retraits de territoire. Reconnaître la pluralité des identités françaises, c'est s'inscrire en faux contre l'enfermement et la sécession identitaire, c'est donner une chance à notre pays. Notre texte
a été conçu pour protéger la Constitution. Si je suis favorable au référendum d'initiative citoyenne comme au RIP, la mise en œuvre des outils référendaires ne peut pas se faire sur la base de l'émotion ou céder au risque plébiscitaire, en donnant plus de pouvoir à un président qui en a déjà trop. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, chers collègues, de prendre la mesure du risque qui pèse sur notre démocratie et de contribuer à la sauvegarder ensemble. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui afin d'examiner la proposition de loi constitutionnelle d'Éric Kerrouche visant à protéger la Constitution en limitant sa révision uniquement via l'article 89 de la Constitution. En effet, seul l'article 89 régit une modification de notre Constitution. Il prévoit que toute modification de la Constitution doit être adoptée par les deux assemblées avant d'être soumise à un référendum ou alors être adoptée par le Parlement réuni en Congrès. Or, depuis les débuts de la Ve République, un flou plane au-dessus de l'utilisation de l'article 11 de la Constitution qui prévoit que peut être soumis au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. Ce flou a dans un premier temps été alimenté par le général de Gaulle lui-même, qui a eu recours à 2 reprises à cet article 11 pour modifier la Constitution via 2 référendums en 1962 et en 1969, le conduisant à la fin que l'on connaît. Pourtant, tous les constitutionnalistes s'accordent pour dire que cette utilisation de l'article 11 est inconstitutionnelle. Et c'est d'ailleurs ce que dit le Conseil via sa jurisprudence et l'arrêt Haushmaï de 2000. Ce que nous proposons via ce texte, c'est donc de lever ce flou en modifiant directement la Constitution afin d'écrire noir sur blanc que seul l'article 89 permettrait de modifier la loi fondamentale. Et cela afin de sécuriser la pratique en évitant tout revirement de jurisprudence. Aujourd'hui, un parti souhaite s'emparer de ce flou juridique, c'est le Rassemblement national. Toutes leurs intentions sont affichées dans leur proposition de loi constitutionnelle « Citoyenneté, identité, immigration » déposée à l'Assemblée nationale le 25 janvier 2024. Le Rassemblement national souhaite détourner la Constitution et contourner le Parlement en organisant un référendum sur l'immigration via l'article 11, mais qui irait bien au-delà d'une simple consultation sur l'immigration pour modifier radicalement notre Constitution en très peu de temps. Tout leur plan nauséabond est prêt. Instaurer la priorité nationale sur le logement, l'emploi et les aides sociales, limiter le droit d'asile, supprimer le droit du sol, pénaliser l'aide aux sans-papiers, consacrer la supériorité du droit national sur les traités internationaux, mettre fin à la régularisation des étrangers, sauf à titre exceptionnel en Conseil des ministres, interdire aux binationaux l'accès à des emplois dans l'administration, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d'une mission de service public. Mais je vous dirais, peu importe le contenu politique de leur PPLC. Nous connaissons le projet xénophobe et raciste du Rassemblement national et nous continuerons à le combattre politiquement. Le sujet est la Constitution, son interprétation, son application et l'impérieuse nécessité de protéger notre État de droit. Si le RN accédait au pouvoir démocratiquement, il serait fondé à vouloir mettre en œuvre son projet politique, y compris par une révision constitutionnelle. Mais cette révision ne peut pas être inconstitutionnelle, camouflée dans le cheval de Troie de la question migratoire. Si nous parlons du Rassemblement national, c'est parce qu'il nous rappelle que cette brèche de l'article 11 de la Constitution n'a jamais été colmatée et qu'ils ont clairement manifesté leur intention de l'exploiter. Et donc, remercions-les de cette transparence. La triste réalité est que tout parti au pouvoir serait capable de cette dérive libérale. Il est inutile d'aller chercher bien loin quand je constate que le Parti Les Républicains, via son président Bruno Retailleau, a largement également défendu l'idée d'une révision de la Constitution afin d'élargir les possibilités offertes par l'article 11 pour organiser un référendum sur les questions migratoires, qu'il a porté dans cet hémicycle des mesures inconstitutionnelles de préférence nationale pour l'accès aux droits sociaux. Mais nous savons aussi que dans toutes les familles politiques, certains peuvent être tentés par une pratique autoritaire et verticale du pouvoir, par la facilité du populisme politique, par la remise en cause des contre-pouvoirs. Il n'y a donc finalement rien de surprenant à voir qu'une partie de ces bancs, désertés, et le gouvernement s'opposent à cette proposition de loi visant à protéger notre État de droit quand on constate régulièrement que l'État de droit est loin d'être la priorité de tous. Et qu'on ne vienne pas nous reprocher de craindre la consultation populaire. Les socialistes
ont toujours défendu une démocratie plus participative. Nous avons utilisé à plusieurs reprises le référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris, contre le projet de démantèlement d'EDF. Nous n'avons cessé de dénoncer les verrous de ce RIP, comme les 4,7 millions de signatures à atteindre. Nous avons proposé ici même en novembre 2023, avec notre collègue Yan Chantrel, de réformer la procédure du référendum d'initiative partagée en abaissant les seuils à 93 parlementaires et 1 million d'électeurs. Dans le projet présidentiel de 2022 du Parti socialiste, nous portions l'idée du référendum d'initiative citoyenne. Réviser la Constitution, ça ne peut pas être un tour de passe-passe qui joue sur les émotions et les peurs, un contrat qu'on demande à nos concitoyens de signer sans lire les clauses de bas de page. Réviser la Constitution, ce doit être un processus législatif exigeant, avec un débat démocratique qui met toutes les modifications constitutionnelles en lumière et les examine sous tous les angles. C'est au Parlement de faire ce travail d'éclairage et d'amendement pour que le projet le plus abouti possible soit soumis au référendum. Chers collègues, voter ce texte, c'est protéger le pouvoir du Parlement et des parlementaires, qui sont, je le rappelle, les représentants de la nation. Refuser cette modification, c'est finalement se désarmer soi-même. Cette proposition de loi n'est rien de plus qu'un texte qui vise à protéger les fondements de notre État de droit et de notre Constitution contre toute dérive autoritaire, d'où qu'elle vienne. Je vous remercie.